Donc tout à l'heure, nous avons vu, dans la première vidéo, dans la première partie sur l'analyse patrimoniale, nous avons vu que, le bilan financier, se structurait de cette manière-là. Donc rappelez-vous, on parlait d'actifs lents, d'actifs courts, de capitaux permanents et de passifs à moins d'un an. Et l'essentiel, c'est que, on avait, conclu notre vidéo en parlant de valeur réelle, de l'actif. C'est-à-dire le fait que si l'entreprise on se posait la question finalement, si l'entreprise, serait en faillite, qu'est-ce qu'elle ferait? Est-ce qu'elle serait capable quand même de régler toutes ses dettes? Et de là à, nous pousser, nous, analystes financiers, à réévaluer un petit peu cet actif, c'est-à-dire à calculer les plus ou moins-values, latentes sur les éléments, de l'actif. Alors, on passe maintenant aux outils de l'analyse patrimoniale qui sont, au nombre de 2, comme nous l'avions vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'analyse de la solvabilité, premièrement, et donc cette analyse de la solvabilité revient à se dire, quelle est, l'aptitude de l'entreprise, à rembourser toutes ses dettes en réalisant l'ensemble de son actif. Et là, on est dans une perspective de cessation d'activité, c'est-à-dire on se dit, l'entreprise cesse son activité, il va falloir qu'elle rembourse ses créanciers. Est-elle capable de le faire? Et donc de là, on est obligé de calculer ce qu'on appelle l'actif net corrigé. Alors pourquoi c'est un actif net corrigé? Parce que, c'est un actif total, on prend l'actif total, on le réévalue en fonction des plus ou moins-values, latentes, donc en fonction des valeurs réelles, donc actuelles, et desquelles on déduit, donc les dettes totales, et on a une idée sur cet actif net corrigé. Est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il n'est pas important? Est-ce qu'il est capable finalement, de faire face à tous ces créanciers qu'il faut rembourser? Alors cette analyse, il y a le 2e la deuxième ou le deuxième outil de l'analyse patrimoniale, c'est l'analyse du risque de non-liquidité, et on va commencer par le bas du bilan. Alors l'analyse, du risque de non-liquidité, c'est le fait de se dire, «Est-ce qu'il y a continuité d'exploitation?» Et qu'est-ce qui nous permet de répondre à cette question? Est-ce que l'entreprise, au vu de ce qu'elle possède, au niveau du bas de son bilan, c'est-à-dire, ses valeurs, d'exploitation, ses valeurs réalisables et ses valeurs disponibles, c'est-à-dire les 3, enfin l'actif finalement circulant, y compris la trésorerie, est-ce qu'il est capable, de rembourser, les dettes, à court terme? Donc c'est tout ce qui est, dette, à moins d'un an. Et donc là, ça revient à calculer, l'actif circulant moins le passif circulant, et donc c'est tout ce qui est, comme je l'ai dit, valeur d'exploitation plus valeur réalisable plus valeur disponible, desquelles on déduit, les dettes à court terme, et l'on obtient ce que l'on appelle le fonds de roulement liquidité. C'est un indicateur très, 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 très important, puisqu'il nous vraiment, il nous renseigne, sur le risque de faillite ou pas d'une entreprise, et donc voilà. Alors par le haut du bilan, c'est le raisonnement par le haut, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser, au financement permanent et on va les comparer aux valeurs immobilisées. Et là, ça vous rappelle peut-être un petit peu, le bilan fonctionnel, qui consistait à calculer le fonds de roulement net, en utilisant le haut du bilan. Et donc cela, nous pousse à prendre en considération les capitaux propres et les dettes à long et moyen terme, de les comparer aux valeurs immobilisées lorsque la différence est positive et lorsqu'il y a un excédent, et donc là, on est bien, c'est-à-dire on se dit que quand même l'entreprise, elle a de quoi, regardez ici, elle a de quoi, faire face au financement des besoins de l'actif circulant, de tous les éléments, pardon, à moins d'un an. Et comme nous l'avons également vu, au niveau du bilan fonctionnel, pour passer du bilan comptable à tout ce qui est fonctionnel, il fallait faire des retraitements. Et ben, c'est la même chose ici pour le bilan financier, rien que, dans le bilan fonctionnel, on avait quand même un certain nombre, de retraitements limités qu'il fallait faire. Alors ici, au niveau du bilan financier, c'est beaucoup plus large, puisque la liste des retraitements n'est pas exhaustive. Cela dépend de la situation de l'entreprise, de son contexte, de son évolution, et donc, dans ce tableau-là, moi, j'ai essayé un petit peu de résumer, en gros, de vous donner globalement ce qu'on peut avoir, comme retraitement par rapport à ce passage du bilan comptable au bilan financier. Alors premier retraitement, et on le connaît, c'est tout à fait logique de vouloir supprimer les immobilisations non valeur. Donc on va les supprimer parce que ça n'a pas de valeur, et nous on est en train, de raisonner par rapport à un risque de faillite, par rapport, à la solvabilité, c'est-à-dire avoir de l'argent pour pouvoir, rembourser ses créanciers. Et donc là, remarquez que l'IMO en non valeur, il va falloir les déduire de là où elles sont.
c'est-à-dire des valeurs immobilisées, puis on les considère comme une perte par rapport aux capitaux propres. En fait, on les enlève des capitaux propres. Ensuite, vous avez, toute cette notion de plus ou moins-value. Alors les plus ou moins-values, quand on considère qu'il y a une valeur immobilisée, pour laquelle il y a une plus-value, donc on la rajoute, ça fait augmenter, l'actif immobilisé et puis ça fait enrichir, l'entreprise puisque ça fait augmenter ses capitaux propres. Alors également, c'est la même chose lorsqu'il s'agit de parler de valeur d'exploitation ou lorsqu'il s'agit de parler de valeur réalisable. Donc dans les 2 autres cas, lorsqu'on considère que c'est une plus ou moins-value, l'impact, va être soit positif, soit négatif sur les capitaux propres. Alors ensuite, nous avons les stocks, le stock, ce qu'on appelle le stock outil ou le stock de sécurité. Alors le stock outil ou stock de sécurité, c'est lorsque vous avez une entreprise qui doit garder un minimum de stock, pendant une période donnée, en moyenne pendant l'année et donc ce stock outil puisqu'il est toujours là, il va falloir l'immobiliser, donc le considérer réellement comme une valeur immobilisée et puis l'enlever de là où il est, c'est-à-dire des valeurs d'exploitation. Il y a aussi la notion de stock démodé ou obsolète. Alors un stock obsolète, c'est un stock invendable qu'on ne peut pas vendre, donc on va le considérer comme une perte pour l'entreprise puisque les capitaux propres vont baisser, c'est l'impact sur les capitaux propres et puis il va disparaître des valeurs d'exploitation. Alors ensuite, nous avons les créances de l'actif immobilisé à moins d'un an. Quand je considère que j'ai, une immobilisation financière à plus d'un an, mais qui est réalisable, donc c'est-à-dire, dans la durée, et dans moins d'un an, bah, il va falloir la reclasser des valeurs immobilisées vers les valeurs réalisables. Lorsqu'à l'inverse, nous avons une créance de l'actif circulant que l'on considère comme immobilisée, bah, il va falloir l'enlever de là où elle est, des valeurs réalisables et l'immobiliser parmi les valeurs immobilisées. Alors moi, j'arrive ici au niveau des écarts de conversion actifs provisionnés, c'est-à-dire des pertes latentes, qui ont quand même subi une provision. Alors là, on va les considérer comme, on va les enlever des valeurs immobilisées et ou des valeurs réalisables en fonction du type d'écart de conversion qu'on traite et puis, il va falloir, les enlever et les supprimer la provision correspondante parce qu'à notre sens, les écarts de conversion doivent disparaître. Alors les en mais en tout cas, on aura l'occasion de plus, de mieux et encore de plus les traiter dans les études de cas. Alors les écarts de conversion actifs maintenant qui ne sont pas provisionnés, c'est-à-dire c'est des écarts de conversion qui n'ont aucun sens et n'ont pas été provisionnés. Alors pourquoi les garder? Donc il va falloir les enlever de là où elles sont, soit si elles sont immobilisées, soit circulantes et les considérer comme une déduction des capitaux propres. Alors les écarts de conversion passifs, c'est des gains de change latents. Alors quand on considère qu'ils ont une forte probabilité de réalisation, on peut les considérer comme vraiment réalisés. Donc on va, les augmenter, au niveau des capitaux propres et les enlever de là où ils sont, soit les provisions, pour risque, à long terme pour risque et charges, soit les autres provisions pour risque et charges. Alors ensuite, vous avez, pardon, pas les provisions, excusez-moi, les écarts de conversion passifs, à long terme ou les écarts de conversion passifs à court terme, voilà. Alors ensuite, nous avons les titres et valeurs de placement qui sont rapidement cessibles. Donc on les enlève des valeurs réalisables et on les rajoute aux valeurs disponibles. Les TVP difficilement cessibles, on les enlève des valeurs réalisables, on les augmente au niveau des valeurs immobilisées. Nous avons également les effets escomptables, donc c'est tout ce qui est créance avec effet de commerce escomptable, donc apte à être escompté. Alors là, regardez, ça vous rappelle un petit peu la partie effet de commerce qu'on a vu là aussi en première année en comptabilité générale 1. Donc, on considère l'argent que l'on va prendre, de la banque comme une, avance à très court terme, accordée par la banque. Donc ça vient augmenter à 100 les dettes à court terme et puis il y a, un intérêt, que va prendre la banque et donc l'intérêt, c'est une charge d'intérêt. Une charge d'intérêt, ça vient diminuer le résultat de l'entreprise et donc les capitaux propres et puis le reliquat, c'est-à-dire l'avance réelle ou effective que l'on va prendre de la banque, on va la considérer comme une augmentation des valeurs disponibles pour le net d'intérêt, bien évidemment. Alors ensuite, nous avons les provisions durables pour risques et charges sans objet. Donc on peut être en présence de provisions qui a été constituée par l'entreprise, mais dont l'objet n'est pas réel, à 100. Donc là, il va falloir, les enlever, de là où elles sont, c'est-à-dire des dettes à long et moyen terme,
pour leur globalité, pour le 100. Et puis il y a un impôt, latent qu'il faut prendre en considération, donc ça vient augmenter mes dettes à court terme. Et puis, ces provisions durables puisqu'elles sont sans objet, donc elles vont être reprises et donc on va les reprendre, au niveau du résultat et donc des capitaux propres. Les provisions momentanées, pour risques et charges sans objet, alors c'est la même logique, c'est-à-dire que, c'est des provisions qui n'ont pas lieu d'être, il va falloir les reprendre. Donc on va les supprimer de là où elles sont. On va les reprendre, pour le net d'impôt au niveau du résultat et donc des capitaux propres et on n'oublie pas d'augmenter quand même, l'impôt à payer par rapport à ces provisions. C'est un impôt latent. Alors aussi, vous avez les détalents et moyen terme dont l'échéance est inférieure à une année, il va falloir les enlever de là où elles sont et les ramener au niveau des dettes à court terme. Il y a les dettes à court terme dont l'échéance est supérieure à un an. Alors là, on fait l'inverse, on les enlève de là où elles sont et on fait augmenter les détalents et moyen terme. Et puis il y a la distribution de dividendes, donc la part du résultat, qu'il va falloir enlever du résultat, donc des capitaux propres et augmenter au niveau des dettes à court terme puisque c'est des dividendes à payer. Alors j'imagine que peut-être j'ai été assez rapide à ce niveau-là, mais on aura l'occasion de traiter tout ça au niveau des exercices. Alors ensuite on passe à l'analyse de l'équilibre financier et là on parle de choses, donc c'est les indicateurs financiers que vous connaissez. Donc il y a le fonds de roulement liquidité, c'est-à-dire c'est tout ce qui est, financement permanent ou capitaux propres plus les dettes à long et moyen terme, moins les valeurs immobilisées. On calcule aussi, si vous voulez, le BFR, c'est-à-dire les valeurs, d'exploitation plus les valeurs réalisables moins les dettes à court terme et on peut également calculer la trésorerie nette qui est égale au fonds de roulement moins le besoin au fonds de roulement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je ne m'attarde pas puisque vous les connaissez déjà. Alors ensuite, peut-être je vais insister sur le fonds de roulement P. Alors P, c'est propre, c'est-à-dire que je vais m'intéresser, qu'aux fonds propres dont dispose l'entreprise et qui vont permettre de financer, les valeurs immobilisées et donc ça revient à appliquer cette formule-là et si je remplace, capitaux propres, par son équivalent, donc j'aurai le fonds de roulement propre, c'est le fonds de roulement liquidité moins les dettes à long et moyen terme. Et donc finalement, le fonds de roulement en liquidité, comme nous l'avons calculé tout à l'heure par le bas du bilan, c'est l'actif circulant moins le passif circulant moins les détalents et moyen terme. Et là, remarquez qu'on est en train de jouer un petit peu avec les formules, puisque finalement on aboutit à la même chose, au même résultat. Et c'est une sorte de vérification quand même des calculs. Parfois, on peut le faire sur Excel dans les études de cas. Voilà, donc je passe sur ça, vous aurez le temps de le lire. Alors ensuite, je passe à l'analyse par la méthode des ratios. Alors contrairement à l'analyse fonctionnelle pour laquelle il y avait quelques ratios, là, il y a un petit peu plus de ratios. Donc vous avez les ratios de liquidité, c'est très, très connu. Alors les ratios de liquidité, il y a la liquidité générale, la liquidité réduite et la liquidité immédiate. Alors je vais juste un petit peu, vous dire ce qu'il en est ce qui, enfin ce que cela signifie, mais parce qu'on aura l'occasion de les traiter dans le cours, dans les exercices. Donc la liquidité générale, remarquez comme son nom l'indique, on prend tout l'actif circulant sur le passif circulant qui doit être supérieur à 1. Ça veut dire que c'est l'aptitude de l'entreprise à faire face à ses dettes à court et moyen terme, grâce à son actif circulant et je rappelle que l'actif circulant, c'est les valeurs d'exploitation plus les valeurs réalisables plus les valeurs disponibles. Ensuite, nous avons la liquidité réduite, c'est-à-dire que je vais prendre l'actif circulant et je vais enlever un élément. Alors je vais enlever les valeurs d'exploitation et puis, si c'est supérieur à 1, c'est magnifique. Ça veut dire que pas besoin des stocks pour pouvoir financer mes dettes ou rembourser mes dettes. Bah, j'ai seules mes valeurs réalisables et mes valeurs disponibles me permettent de faire cela et donc ça, c'est excellent. Et puis vous avez, la liquidité immédiate, c'est les disponibilités sur les dettes à court terme. Alors imaginez que vous avez des disponibilités, c'est-à-dire une trésorerie active qui te permet de financer tout en passif circulant, donc toutes tes dettes à court terme. Là aussi, c'est bien d'avoir ça. Mais on vous dit qu'il faudrait que ça soit inférieur à 1 et on comprendra après dans les séries d'exercices. Alors les ratios d'endettement, donc là, moi, je vous propose, 3 petits ratios. Donc vous avez l'autonomie financière qui est très, très connue, qu'on a déjà vu aussi. Donc c'est les capitaux propres sur le total des dettes qui doit être au moins égal à 1. Et puis sinon, c'est les capitaux propres sur les financements permanents qui doit être supérieur à 50. Et donc vraiment, ça donne une idée sur le degré d'autonomie ou d'indépendance financière de l'entreprise. En tout cas, on utilisera l'un des 2. Alors l'endettement à terme, c'est les capitaux propres sur les dettes à plus d'un an. Là aussi, il faudrait que mes capitaux propres soient supérieurs à mes dettes à plus d'un an.
et vraiment c'est la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à terme par ses capitaux propres. Ça, c'est aussi un indicateur assez important qu'on aura l'occasion de commenter dans les études de cas. Ensuite, et enfin, vous avez le ratio de solvabilité. Il y a différentes manières de calculer le ratio de solvabilité. Moi, j'en ai choisi celui-là, c'est l'actif net réel sur le total des dettes et donc c'est la capacité imaginée de l'entreprise, grâce à son actif net réel qu'on a déjà vu, de financer la totalité de ses dettes. Je voudrais juste insister sur le fait que c'est une liste qui n'est pas exhaustive, que ça soit la liste des retraitements ou la liste des ratios, elle n'est pas exhaustive. Chaque enseignant l'enseigne à sa manière, chaque enseignant a une préférence pour tel ou tel ratio et on est libre, l'analyse financière n'est pas une science exacte et on est libre d'utiliser ce que l'on veut pour l'objectif que l'on veut atteindre et je vous remercie.